Donc je vais essayer de vous montrer des applications concrètes, des illustrations de tout ce que ce bouleversement et cette révolution NBIC que nous a montré Laurent implique en termes de recherche fondamentale, recherche clinique, et comment est-ce qu'on peut réaliser les promesses de cette nouvelle science et accélérer la mise à disposition d'innovations thérapeutiques. Alors, en vert, je ne reviens pas dessus, c'est tout ce que Laurent vous a dit. Il y a une explosion qui ouvre de nouvelles portes, un progrès scientifique dont on a un peu de mal à mesurer les limites, mais par contre, on se heurte quand même dans notre métier de développeur de nouvelles solutions thérapeutiques, pas forcément des médicaments, ça peut être des choses un peu compliquées où il y a du diagnostic, du thérapeutique, un biomarqueur, un logiciel embarqué, a une difficulté grandissante pour traduire donc ces progrès scientifiques en solutions thérapeutiques. Ça se casse la figure, mon cher Laurent. La productivité de la R&D, comme on dit, est malheureusement en chute libre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un doublement, à peu près, en 15 ans, du temps nécessaire pour développer un nouveau médicament. Vous avez ici, c'est une étude du Boston Consulting Group, une augmentation du coût intrinsèque pour une molécule en termes de développement. Hein, c'est surtout lié à l'allongement de la durée de développement. Par contre, ce qui a totalement explosé, c'est le coût des échecs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'échecs qu'avant, et très tardivement, souvent, dans le processus de développement. Et c'est ça qui, aujourd'hui, constitue une difficulté financière pour l'application des développements scientifiques. L'autre, je ne vais pas y revenir, on a eu deux brillants économistes de la santé, l'autre limite aussi, c'est cette déconnexion aujourd'hui entre l'évolution prévisible des dépenses de santé et celle du PNB dans les différents pays de l'OCDE, qui sont résumés sur cette slide. Alors en pratique, pour rentrer dans le cœur du sujet puis lancer le débat avec la table ronde, vous savez que le développement d'un produit de santé, ça commence par une phase préclinique, phase 1, phase 2, phase 3. Aujourd'hui, on mesure bien les limites de tout ça. Alors, aujourd'hui, il y a deux mots magiques à retenir. Laurent en a évoqué un, je vais insister aussi sur le deuxième, c'est la médecine translationnelle. Je vais essayer de vous montrer des exemples concrets de ce que ça peut être, et l'innovation ouverte. Alors Sanofi a été le grand champion de se dire pendant des années on va tout trouver chez nous, ne venez pas nous embêter, chers amis, des biotech, des universités, etc. Il y a eu quelques beaux succès, mais la belle histoire s'est quand même arrêtée il y a une dizaine d'années. Et là, on est un peu en train de galoper pour rattraper le retard et pour mettre en place une approche radicalement différente du développement des innovations thérapeutiques. Alors, la médecine translationnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cet échange permanent pendant le développement d'une nouvelle solution entre ce qui se passe à l'hôpital, ce qui se passe dans les conditions réelles d'utilisation. On a parlé des big data, des données de santé. Il faut parler des biobanques, des centres de ressources biologiques, des tumorothèques, etc. Il faut que dans toutes les phases du développement, il y ait cette phase d'échange, de validation, d'identification de cibles thérapeutiques, et qu'on puisse aussi, et je crois que c'est très important, et on n'a pas su le faire dans le passé, arrêter suffisamment tôt une mauvaise piste. Tout ça dans un écosystème. Alors au milieu, c'est vous, je suis désolé, la slide est en anglais, c'est l'écosystème de la santé, c'est les professionnels de la santé, et il y a tout autour un certain nombre de choses qui gravitent, qui sont indispensables pour faire progresser le progrès thérapeutique. Alors, un exemple très appliqué à ce que Laurent vous a montré dans le domaine de la génomique, qu'on a mis en œuvre l'année dernière, alors c'est pas en France, mais après je vais vous montrer, c'est aux États-Unis, un exemple concret. C'est un partenariat avec Harvard,
sur la génomique et le séquençage. On n'a pas envie que tout ça file autre part, donc on s'est associé, on a fait une association assez particulière avec des chercheurs de Harvard, avec ce qu'on appelle des venture capitalistes, des gens qui financent à risque des approches nouvelles, et puis nous en termes de capacité de développement de nouvelles solutions. En France, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on est en train de monter un grand centre, le plus grand centre européen de médecine translationnelle. Alors, il peut se trouver qu'à Strasbourg, bien sûr, entre l'INSERM, son homologue allemand, l'université de Strasbourg, qui est une des meilleures universités, on ne compte plus le nombre de prix Nobel de chimie et de médecine de l'université de Strasbourg, l'université de Heidelberg, la plateforme technologique de Sanofi à Strasbourg pour trouver de nouvelles solutions thérapeutiques. La science, elle ne s'arrête pas aux frontières. Et là, à Strasbourg, pouvoir faire travailler ensemble les meilleures équipes en Allemagne, en France, et inviter des professeurs en Suisse, tout à fait, et inviter des professeurs étrangers, je crois que c'est comme ça qu'on trouvera les solutions thérapeutiques de demain. L'informatique et PowerPoint permet de vous monter tout ça en 4 dimensions. Donc ça, ce travail en réseau avec les universités, les biotech, les venture capitalistes se fait à tous les stades du développement, que ce soit dans les phases très très amont d'identification de cibles thérapeutiques ou au cours du développement. En France, il faut, et j'ai plaidé tout à l'heure coupable sur le retard pris à créer des réseaux avec la recherche académique, avec les biotech, c'est qu'en travaillant étroitement avec les différentes institutions avec qui on a construit des partenariats au cours de ces dernières années, qu'on arrivera à trouver les solutions thérapeutiques de demain. On a parlé déjà à plusieurs reprises de la médecine des 4P. Je vais vous montrer une illustration dans le domaine du diabète et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse débattre ensemble. C'est dans le domaine du diabète et du diabète insulino-traité, qu'il soit de type 1 ou de type 2 d'ailleurs. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des solutions qui existent de carnets de suivi électronique de la glycémie sur smartphone. Bon, ça ne marche pas avec tous les modèles aujourd'hui, tous les systèmes d'exploitation, mais ça existe. Et on est en train de développer un dispositif de suivi du parcours de soins du patient diabétique insulino-traité, quelle que soit l'insuline qu'il prend. D'abord pour le patient lui-même, puisqu'il y a embarqué un logiciel auto-apprenant qui va l'aider en termes de conseils hygiéno-diététiques. Bien sûr, le médecin qui reste le pivot de l'ensemble, que ce soit pour la télésurveillance ou la téléassistance, et puis des infirmiers spécialement formés pour le télésuivi. Tout ça, c'est au service, bien sûr, d'un meilleur équilibre pour les patients. Pour les professionnels de santé, que vous ayez à votre disposition une puissance au-delà d'un carnet de santé parfois oublié quand on vient à la consultation ou perdu, que sais-je, d'avoir des outils plus puissants de suivi de vos patients. Et puis, à terme, l'ambition, c'est qu'on puisse démontrer que ça, c'est efficient. C'est-à-dire que ça coûte moins cher en termes de consommation de ressources, de complications médicales, qu'un suivi traditionnel. Alors ça, il faut le montrer. Ça veut dire qu'il faut faire des études médico-économiques, comme le disait Laurent, pour le démontrer. Et donc, on s'est associé avec un diabétologue français, Guillaume Charpentier, qui est dans le nouvel hôpital d'Evry, une SS2I française, Volantis, Sanofi, un opérateur de télé assistance, Europe Assistance, et puis un opérateur de données qui est Orange pour monter tout ça. On a déjà pu démontrer dans une première étude que ça fait baisser l'HbA1c à peu près comme n'importe quel antidiabétique oral.
Ce qui est quand même pas rien. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer un antidiabétique oral, mais que ajouter à un antidiabétique oral ou à une association d'antidiabétiques oraux, eh ben on va pouvoir gagner quelques pourcentages après la virgule, quelques points après la virgule d'HbA1c, ce qui peut être souvent clé dans l'équilibre de vos patients. Donc on lance aujourd'hui, bien sûr, coincé dans le millefeuille administratif que décrivaient Jean-Luc Arousseau et Claude Évin hier, c'est-à-dire l'autorisation des protocoles de coopération entre les professionnels de santé, ce qui n'est pas une mince affaire, je vous l'assure. Une étude dans les conditions réelles d'utilisation en France pour démontrer l'efficience de cette approche de télésuivi des patients diabétiques insulino-traités. Je vous remercie.